Report des discussions entre le gouvernement et certains groupes armés qui occupent le nord du pays. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères annonce que c'est à la demande des deux parties qui souhaitent mieux préparer la rencontre. La directrice exécutive de ONU Femmes est en visite au Mali. Michelle Bachelet, reçue par le Premier ministre, a condamné les violences faites aux femmes au nord du pays. Les femmes à l'honneur dans ce journal et aussi dans un roman intitulé Femmes sans avenir, un roman qui évoque les péripéties de la polygamie, écrit par une femme. Il a été choisi livre de l'année 2012. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Les discussions entre le gouvernement et certains groupes armés qui occupent le nord du pays prévues demain dans la capitale burkinabé ont été reportées. C'est à la demande des deux parties qui souhaitent mieux préparer la rencontre. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération régionale en a parlé avec le président de la République par intérim. Djibril Bassolé a également été reçu par le Premier ministre Ibrahima Traoré. La médiation de la CEDEAO travaille à amener autour de la table de négociation le gouvernement et certains groupes armés qui occupent le nord du pays. La rencontre annoncée pour ce jeudi à Ouagadougou est reportée. Elle est désormais prévue vers le 20 janvier selon le ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération régionale, reçu d'abord par le président de la République par intérim. Djibril Bassolé, qui déplore les derniers développements sur le terrain, annonce que les deux parties demandent à mieux préparer la rencontre. Toutes les parties sont d'accord pour se retrouver autour de la table de négociation. Ce n'est qu'une question de jours. Donc, il n'y a rien qui coince. Évidemment, nous sommes préoccupés par la situation au nord où il nous a été signalé des mouvements de troupes. Nous lançons un appel à toutes les parties pour qu'elles se retiennent, qu'elle respecte les engagements pris lors de la rencontre du 4 décembre à Ouagadougou et surtout que les parties belligérantes créent les conditions de confiance et de sérénité propices à la tenue d'un dialogue constructif de paix. Le même sujet était au cœur des échanges entre le Premier ministre et l'émissaire du médiateur. Djibril Bassolé précise que la situation actuelle est préoccupante, mais ne compromet pas la poursuite des discussions. Il indique aussi que l'intervention se prépare, notamment au plan juridique, militaire et logistique, ce qui nécessite de la patience. Qu'il s'agisse du processus du dialogue ou qu'il s'agisse du processus de l'intervention et du déploiement militaire, tous les processus prennent du temps, ont besoin d'un certain délai de préparation et de mise en œuvre. Je ne pense pas qu'il faille raisonner en termes de délai. Il faut raisonner surtout en termes d'objectifs que l'on veut atteindre. En tous les cas, l'objectif ultime, c'est de créer les conditions pour que le Mali puisse aller à des élections apaisées, que le territoire soit réuni et que nous ayons une paix stable et durable. Le premier contact direct entre Bamako et les groupes armés date du 4 décembre. La position du gouvernement reste intacte. La laïcité et l'intégrité territoriale du Mali ne sont pas négociables. Ce communiqué du gouvernement, les forces de sécurité viennent de procéder à l'arrestation de 4 individus armés qui circulaient à bord de véhicules braqués sur des citoyens à travers la ville de Bamako. Interrogés présentement par les services compétents, ces hommes ont profité des manifestations de ce matin pour perturber la quiétude des populations en procédant à des tirs en l'air. Les mêmes individus ont mis à sac une station d'hydrocarbures avant de faire sortir des élèves par des manœuvres d'intoxication qui ont atteint une bonne partie de la ville de Bamako et Kati. Le gouvernement, conscient de sa charge de garantir les libertés individuelles et collectives, réaffirme sa détermination à faire toute la lumière sur ces événements qui ont fait un blessé admis aux urgences de l'hôpital Gabriel Touré. Le gouvernement demande aux populations de rester calmes, sereines et vigilantes. Et cet autre communiqué, suite aux manifestations qui se sont déroulées à Bamako et Kati ce mercredi, certains partis et regroupements de partis politiques nous ont fait parvenir leur réaction. C'est ainsi que le Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et de la République FDR s'indigne qu'au moment même où la coalition de djihadistes menacent de marcher sur les villes du sud du pays, certains partis et associations ont choisi d'organiser des manifestations
violentes à Bamako et Kati. Dans son communiqué, le FDR condamne énergiquement les manifestations violentes qui ont eu lieu à Bamako et à Kati ce jour 9 janvier. Il dénonce l'instrumentalisation des scolaires. Il encourage le gouvernement à prendre des mesures appropriées que la situation exige pour préserver l'ordre public et assurer la quiétude des citoyens. Le FDR invite toutes les forces démocratiques et républicaines à l'extérieur comme à l'intérieur du Mali à s'unir en ces heures graves pour défendre la patrie, la République et la démocratie menacées. Ce communiqué du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire qui rappelle aux citoyens et aux associations que le droit de manifestation est garanti en République du Mali. Cependant, toute manifestation doit obéir aux lois et réglementations en vigueur. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire invite tout initiateur de manifestation à caractère public à se soumettre aux formalités préalables à l'obtention d'une autorisation légale. Tout contrevenant à ces mesures s'exposera aux sanctions en vigueur et fixées par la loi. Le ministre s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Je vous l'annonçais dans les titres, ONU Femmes est une entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Sa directrice exécutive, Michelle Bachelet, est en visite dans notre pays. Elle dit être venue rencontrer les femmes du Mali et renouveler l'engagement de l'Agence des Nations Unies à accompagner les autorités du pays. Michelle Bachelet demande une meilleure implication des femmes dans le processus de résolution de la crise. Elle a été reçue en audience par le Premier ministre. Nous aurons le reportage complet de Ramata Konaté au cours de cette édition. Le projet 2013 de l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale AMADER est estimé à plus de 6 milliards de francs CFA, une enveloppe en baisse de 36% par rapport à 2012, des informations données à la 20e session ordinaire du Conseil d'administration de l'AMADER. Le compte-rendu de Moïse Traoré. Le projet de budget 2013 de l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale, AMADER, est de plus de 6 milliards 386 millions. La nouvelle année verra la poursuite et la finalisation des actions en cours. Actions parmi lesquelles le lancement des travaux d'électrification de 14 nouvelles localités, avec des centrales solaires d'une puissance totale de 300 kW crête, et 53 km de mini-réseau moyenne et basse tension. La mise en œuvre du plan d'action pour la promotion de l'utilisation du gaz butane en portant sa consommation à 15 625 tonnes en fin 2013. La diffusion de plus de 100 000 foyers améliorés. Cette 20e session ordinaire du Conseil d'administration de l'AMADER est aussi l'occasion de rappeler la réduction ou la suspension des financements tant au niveau extérieur qu'au plan national. Toutefois, des résultats ont été obtenus. Plus de 136 700 hectares de forêt mis sous gestion villageoise en collaboration avec les services des eaux et forêts. Environ 115 000 foyers améliorés diffusés. La consommation annuelle de gaz butane a été de 13 279 tonnes, soit une augmentation d'environ 14,47%. Au moins 22 nouvelles localités ont eu accès à l'électrification rurale et 370 kits solaires individuels ou communautaires ont été installés. Des investissements estimés à plus de 12 milliards. Dans les prochains mois, une étude institutionnelle indiquera à l'AMADER comment se doter de moyens propres et conduire un programme d'investissement de façon autonome. Première réunion du Comité national du programme des partenaires municipaux pour le développement économique. Ce programme d'une durée de 5 ans a pour objectif de relancer l'économie locale dans les communes de Sikasso et Kadiolo. Le compte rendu de Fadem Bakita.
Cette réunion d'échange entre dans le cadre des activités du programme des partenaires municipaux pour le développement économique PM2. Ce programme est exécuté à travers le Centre de développement économique local créé au niveau de l'Association des municipalités du Mali. Financé par l'Agence canadienne de développement, le programme a pour mission l'amélioration de la qualité de vie et la viabilité des collectivités locales. Ce programme est le soubassement même du développement de nos collectivités. Nous élaborons au niveau de nos collectivités des plans de développement qui prennent en compte les aspects sociaux, les aspects économiques, les aspects culturels. Pour la circonstance, certains projets sont mis en œuvre dans les communes de Sikasso et Kadiolo. Ces deux communes du Mali travaillent en partenariat avec deux autres du Burkina Faso, Banfora et Orodara. Nous avons invité toutes les communes adjacentes qui sont dans un couloir entre nous et puis Kadiolo, et entre nous vers le Burkina Faso, vers Orodara, ensemble à se donner la main pour le développement économique local. Cette table sera bénéfique pour nous. Les structures nationales verront exactement ce que nous sommes en train de faire et nous avons besoin justement de l'appui de tout le monde pour donner un élan particulier à notre projet de démonstration à Kadiolo. Le budget alloué à ce programme qui s'étend sur 5 ans s'élève à environ 25 millions de francs CFA. La rencontre regroupe les acteurs locaux, les membres du Conseil national aviseur qui sont les représentants du Haut Conseil des collectivités locales et ceux de certains départements ministériels. La foire de fin d'année de l'Union des associations des commerçants du Mali se poursuit. Elle se tient au parc des expositions de Bamako, démarré le 14 décembre dernier. La foire se poursuit jusqu'au 20 janvier prochain. Garibou Pérou y a fait un tour. La deuxième édition de la foire de fin d'année se poursuit au parc des expositions de Bamako. Cet événement qui contribue considérablement à l'économie nationale ne connaît pas cette année l'engouement escompté. Les commerçants n'ont pas massivement répondu à l'appel, mais les organisateurs ne désespèrent pas. On a senti le crise cette année. Avant la fête, il y avait les clients. Et puis il y avait une manque de communication. Les gens ne savaient pas que les populations ne savaient pas qu'on est là le jour après. C'est après le premier qu'on a décidé qu'on va prolonger jusqu'au 20 janvier. On a fait un bon marché quand même. Si aux premières semaines de l'ouverture de la foire, les clients se bousculaient, tel n'est plus le cas maintenant. Les exposants ne se frottent plus les mains. Le devis c'était cool quoi, mais il y a eu beaucoup de publicité, c'est pourquoi on a eu un peu de problèmes. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a foire internationale. Les clients viennent, ils demandent le prix, mais ils repartent, ils prennent les infos, les contacts. Il y en a qui repassent, il y en a qui oublient de repasser, mais ça va tout doucement. Je fais commerce, je viens prendre les basins ici, j'envoie le truc. Je vois que Bamako est intéressant, donc c'est pour cela que je viens chaque fois. Et puis vos trucs sont moins chers plus que pour nous, donc c'est pour cela que je viens ici. Les femmes regroupées au sein de la coopérative Lolo Nyendouma par l'ONG espagnole MZC participent aussi à cette foire pour promouvoir et commercialiser leurs produits que sont les basins teintés. Je suis de la coopérative Lolo Nyendouma. Nous sommes venus faire l'exposition comme les autres. Le marché n'est pas trop bien en ce moment. Bon, nous invitons les gens à sortir massivement, venir acheter. Cette foire internationale est une initiative de l'Union des associations des commerçants du Mali. Elle se poursuivra jusqu'au 20 janvier prochain. La maison des formations sur l'agriculture de Sikasso veut donner plus de visibilité à ses actions en faveur de la promotion des filières agricoles et organisations membres. Elle vient d'organiser à cet effet une journée porte ouverte à son siège à Wawerema de Sikasso. Le reportage de Sekou Konati. Par l'organisation de cette journée porte ouverte, le réseau Sénékouna Foulimblo de Sikasso veut améliorer la visibilité de ses membres, échanger et diffuser les informations contenues dans la base de données, présenter les acquis et expériences du réseau et présenter les différentes offres de services des organisations paysannes. Pendant cette journée porte ouverte, nous allons organiser des échanges entre nous et puis les invités sur les activités du réseau. Créé en 2006 pour répondre aux besoins d'organisation du monde rural, Sénékouna Foulimblo regroupe l'Association des producteurs de pommes de terre de Sikasso, la Coordination des femmes transformatrices et l'Union régionale des producteurs de mangue. Il bénéficie de l'accompagnement de ICO
et le C4C. Le fait d'être ensemble, les producteurs de mangue, les producteurs de pommes de terre, aussi bien que les femmes transformatrices, vraiment ça nous a donné un grand impact positif avec beaucoup de partenaires. Depuis 2007 jusqu'à nos jours, c'est le réseau Sénégal qui, à travers la verre commerciale, alors donne le bilan de la campagne mangue dans la région de Sigasso, mais aussi au Mali. Et pour le conseil régional, l'initiative du réseau est en parfaite harmonie avec sa vision. L'économie de la région de Sikasso est à vocation agro-silvo-pastorale. C'est pour cela que le conseil régional, dans sa politique de développement, a choisi d'identifier 9 filières prioritaires, dont la mangue et la pomme de terre. Cette vocation, il faut le signaler, est et demeure le fil conducteur des orientations de développement de la région. Visite des stands d'exposition des femmes transformatrices, une conférence sur le rôle de la transformation dans le développement socio-économique de la région de Sikasso, la présentation de la base de données ont constitué des moments forts de cette journée. Hors du Mali, la justice burundaise a condamné hier Hassan Rouvakuki, journaliste de RFI, à 3 ans de prison ferme, une peine beaucoup moins lourde que la perpétuité dont il avait écopé en première instance, mais qui a néanmoins suscité de larges protestations. Les collègues, les amis d'Hassan Rouvakuki espéraient un acquittement. Et ils étaient nombreux mardi à s'entasser dans la salle de la cour d'appel de Gitega. Mais lorsque le verdict tombe, c'est la déception. Le journaliste correspondant de RFI au Burundi écope de 3 ans de prison. C'est moins qu'en première instance où Hassan Rouvakuki avait été condamné à perpétuité, mais pour ses proches, c'est 3 ans de trop. C'est un choc pour tous les journalistes parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On s'attendait à sa libération. Mais tout ce qu'on peut dire, on ne veut pas nous n'allons pas nous laisser faire. On va continuer à faire ce combat. Hassan Rouvakuki, que l'on voit ici lors de son premier procès, avait été arrêté pour avoir couvert en Tanzanie la naissance d'un nouveau groupe rebelle burundais. En première instance, les juges l'avaient reconnu coupable de terrorisme, d'où sa condamnation à la prison à vie, ce qui avait provoqué une vague de protestations. La cour d'appel a finalement requalifié les faits. Elle a retenu une accusation moins lourde, la participation à une association formée dans le but d'attenter aux personnes. Une façon de couper la poire en deux entre l'acquittement et la prison à vie. On n'a pas reconnu qu'Hassan, au fond, faisait son seul travail de journaliste. Et du même coup, il n'est pas acquitté. Mais malgré tout, c'est une étape très importante par rapport à il y a encore quelques mois qui a été franchie. Cette requalification ouvre la voie à des recours, ce qui était impossible avec une condamnation pour terrorisme. Surtout, elle permet de demander une remise en liberté conditionnelle. Il faut positiver les choses. Et en positivant les choses, il va sortir de la prison. Mais moi, je vais le conseiller, bien entendu, de ne pas baisser les bras et d'aller de ce pouvoir en cassation. L'Union des journalistes burundais et Reporters sans frontières promettent de rester mobilisés. RSF qui a lancé une pétition pour réclamer la libération d'Hassan Rouvakuki. La crise centrafricaine au cœur des discussions à Libreville, au Gabon. Sur place, les délégations centrafricaines sont au complet avec les représentants des autorités, des rebelles, de l'opposition politique, mais aussi les ministres des Affaires étrangères d'Afrique centrale et des observateurs. Tout était en place à la Cité de la démocratie à Libreville pour donner le coup d'envoi des pourparlers entre le pouvoir, la rébellion et l'opposition politique centrafricaine. Mais la délégation rebelle du Séléka s'est fait attendre plus de 2 heures avant de pénétrer dans la salle, avec à sa tête Michel Djotodia, cette fois en tenue civile. La veille, les ministres des Affaires étrangères des pays d'Afrique centrale qui chapeautent ces négociations avaient appelé les différentes parties à la retenue. Le Conseil appelle à la cessation de toute déclaration et action visant à raviver les tensions sur le terrain. Invite le gouvernement à privilégier une approche régionale de sortie de crise. Mais au même instant, depuis Bangui, le président François Bozizé, lors d'une conférence de presse, portait de violentes attaques à l'encontre de la rébellion. Si les terroristes viennent pour parler terrorisme, le monde entier saura. Mais s'ils viennent pour parler, défendre la cause de la République centrafricaine, nous les entendrons. S'il y a quelque chose de positif,
on va l'accepter. Mais si c'est du brigandage, nous ne l'accepterons pas. Face à une rébellion qui contrôle désormais la majeure partie du pays, le président centrafricain reconnaît avoir perdu une bataille, mais pas question pour lui de négocier un éventuel départ. L'actualité africaine en bref et en images nous amène en RD Congo pour parler des rebelles du M23, un tour au Soudan, au Niger également et enfin le Kenya qui lutte contre les braconniers, disons. Les rebelles congolais du M23 déclarent un cessez-le-feu unilatéral au Nord Kivu. François Rucogoza l'a annoncé lors d'une conférence de presse à Kampala, en Ouganda. Pour lui, en plus du retrait de la ville de Goma, c'est une preuve de la bonne volonté du mouvement rebelle. Une fois de plus, notre mouvement fait preuve de sa détermination à évoluer très rapidement vers la paix pour ne pas servir de prétexte aux prétentions du gouvernement de Kinshasa. Cette annonce intervient à la veille d'une deuxième série de pourparlers avec le gouvernement de Kinshasa. L'ONU lance un cri d'alarme sur la situation humanitaire au Kordofan Sud. Dans cette province soudanaise, des milliers de personnes risquent de mourir de faim. Elles seraient plus de 900 000 prises en étau dans les combats qui opposent Khartoum et les rebelles proches de Juba. Les humanitaires demandent à l'ONU de faire pression pour que les secours puissent accéder aux populations. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Susan Rice, a invité Soudan et Soudan du Sud à mener d'urgence des discussions. Tournée africaine pour Tayyip Erdogan, le premier ministre turc est arrivé à Niamey au Niger. Il a été accueilli par le président nigérien Mahamadou Issoufou. Au programme de cette visite, plusieurs réunions de travail et la signature d'accords commerciaux dans les domaines de la santé, de l'hydraulique et de l'éducation. Le périple africain du Premier ministre turc se poursuivra au Sénégal et se terminera le 11 janvier. Massacre d'éléphants au Kenya. Une famille de 11 éléphants, dont un éléphanteau de 2 mois, a été tué par des braconniers. Les corps criblés de balles des pachydermes ont été découverts dans le parc national de Tsavo. Leurs défenses ont été tranchées. La hausse de la demande d'ivoire en Asie a conduit à une augmentation importante du braconnage d'éléphants d'Afrique, qui est à son pire niveau depuis une décennie. Retour à l'actualité nationale avec ce communiqué du gouvernement qui vient juste de nous parvenir. Face à la dégradation de la situation consécutive aux manifestations de rue, les risques de perturbation et les manœuvres subversives, le gouvernement décide à partir de ce jour de la fermeture de tous les établissements d'enseignement de l'éducation de base au supérieur du district de Bamako et de Kati, et ce jusqu'à ce que les conditions de sérénité et de quiétude soient réunies. Le gouvernement rappelle qu'au moment où le Mali traverse l'une des périodes les plus critiques de son histoire, la nation tout entière doit s'unir, constituer un front derrière son armée engagée dans la reconquête des régions du nord du pays. Le gouvernement ne saurait tolérer l'instrumentalisation de l'école à des fins purement politiciennes. Le gouvernement rappelle enfin qu'il prendra toutes les mesures de fermeté nécessaires à la préservation de l'ordre public. Le gouvernement sait compter sur la bonne compréhension du peuple tout entier. Le mouvement Mali Valeurs et ses partenaires apportent leur contribution à la promotion du livre et de la lecture au Mali. Ils ont organisé hier à l'Institut français la première édition de l'élection du meilleur livre de l'année 2012. Le prix est revenu à Anan Keita pour son roman intitulé « Femmes sans avenir ». Cet ouvrage parle des péripéties de la polygamie. Mohamed Diarra. Le roman de l'écrivain Anan Keita est élu meilleur livre de l'année 2012 par le mouvement Mali Valeurs et ses partenaires. Il a été choisi parmi une dizaine d'ouvrages. Ce roman de 145 pages, intitulé « Femmes sans avenir », parle de la polygamie avec tout ce qu'elle peut entraîner comme dégâts dans une famille. En effet, il s'agit de l'histoire du jeune couple Kadi et Karim. Lorsque l'époux décide de prendre une seconde épouse, le calvaire de la première commence. Elle subit toutes sortes de pressions. La polygamie, on vit ici en Afrique. C'est tout ce qui se passe et on est le fruit de sa société, quoi. Selon le critique littéraire non moins écrivain Ousmane Diarra, l'ouvrage est plus que d'actualité et touche la sensibilité du lecteur.
Je ne peux pas imaginer la douleur d'une femme confrontée à la polygamie. La souffrance intérieure, je ne pouvais pas l'imaginer. Le livre fait des tortures, elle y réfléchit. Elle veut sauver son foyer, etc., etc. Mais la douleur est là. En plus de la polygamie, l'auteur évoque d'autres thèmes comme la corruption, le chômage, la dépravation des mœurs, l'excision et bien d'autres mots qui rongent la société malienne, j'allais dire africaine tout court. L'ambition de ces initiateurs, composés du mouvement Mali Valeurs et de ses partenaires, est simplement de contribuer à la dynamique, à la mise en place d'une bonne politique de lecture et aussi, dont notre jeunesse a besoin, et aussi, naturellement, la promotion des livres. De telles initiatives permettent de donner un nouvel élan à la production littéraire qui a pris un coup avec la crise que traverse le Mali. En dépit de cette situation déplorable qu'a émoussé le génie créateur de nos artisans et de nos artistes, il est heureux de constater que certains écrivains n'ont pas baissé la garde. Des passionnés de l'écriture s'évertuent à produire de temps à autre des œuvres de qualité pour entretenir le flambeau. La lauréate du jour en la personne de Anan Keita est conseillère littéraire. Elle a fait ses études supérieures au Caire. Elle est l'auteure du récit intitulé Salia Keita, un lettré mandingue à l'université El Azhar du Caire. La directrice exécutive de ONU Femmes, Michelle Bachelet, est en visite dans notre pays. Elle dit être venue rencontrer les femmes du Mali et renouveler l'engagement de l'Agence des Nations Unies à accompagner les autorités. Michelle Bachelet demande une meilleure implication des femmes dans le processus de résolution de la crise. Elle a été reçue en audience par le Premier ministre. Écoutons Michelle Bachelet à sa sortie d'audience. Elle a été interrogée par Ramata Konati. Je ne suis pas venu ici seulement pour faire des diagnostics, ni pour corroborer les informations que j'avais. Je suis venu ici pour réaffirmer l'engagement des Nations Unies, l'engagement d'ONU Femmes à continuer à travailler avec les femmes dans les efforts qu'elles font pour mieux les intégrer dans le processus de paix, pour mieux les intégrer dans les stratégies de médiation qui sont en cours. Mon message clé ici, c'est de dire que la paix, la démocratie, le développement durable ne peuvent pas continuer, ne peuvent pas être durables au Mali si les femmes ne sont pas partie de cela. Les femmes doivent faire partie de tous ces processus si nous voulons une certaine durabilité de ce que nous voulons mettre en place. Et dans mes rencontres avec les autorités, avec les ministres, avec le Premier ministre, j'ai reçu l'assurance. J'ai fait le plaidoyer, mais j'ai reçu l'assurance que tout sera fait pour continuer à faire avancer la cause des femmes, à faire en sorte que les conditions des femmes puissent être améliorées, à faire en sorte qu'il y ait moins de souffrance. Je reprends donc ce communiqué du gouvernement qui vient de nous parvenir face à la dégradation de la situation consécutive aux manifestations de rue, les risques de perturbation et les manœuvres subversives. Le gouvernement décide à partir de ce jour de la fermeture de tous les établissements d'enseignement de l'éducation de base au supérieur du district de Bamako et de Kati. Et ce, jusqu'à ce que les conditions de sérénité et de quiétude soient réunies. Le gouvernement rappelle qu'au moment où le Mali traverse l'une des périodes les plus critiques de son histoire, la nation tout entière doit s'unir, constituer un front derrière son armée engagée dans la reconquête des régions nord du pays. Le gouvernement ne saurait tolérer l'instrumentalisation de l'école à des fins purement politiciennes. Le gouvernement rappelle enfin qu'il prendra toutes les mesures de fermeté nécessaires à la préservation de l'ordre public. Le gouvernement s'est compté sur la bonne compréhension du peuple tout entier. Je peux bien comprendre ce dont vous souffrez, car j'ai moi aussi été en exil plusieurs années. C'est très dur et très difficile. Je suis désolée et je condamne fermement les violences commises sur les femmes au nord du Mali. Ce sont les propos de Michelle Bachelet, la directrice exécutive de ONU Femmes, dans son agenda des rencontres avec les femmes déplacées et leaders du Mali. Le reportage de Ramata Konati dans ce journal ou dans nos futures éditions. Sport, football, CAN, Afrique du Sud 2013, jour J, -10. On connaît depuis hier la liste des 23 aigles qui vont défendre les couleurs nationales.
L'équipe a quitté Bamako ce matin avant leur départ. Ils ont eu un match amical hier joué au stade Modibo Keïta. On me signale déjà que le reportage de Ramata Konaté est prêt. Nous allons donc suivre cette journée très chargée de la directrice exécutive de ONU Femmes. En foulant le sol malien, la directrice exécutive d'ONU Femmes a voulu d'abord s'imprégner du vécu des femmes déplacées du nord du pays. Parmi les tristes réalités vécues par celles-ci, les viols, les violences physiques, la destruction des mausolées. La visiteuse du jour, avec une grande émotion, dit être en terrain connu. Je suis une de vos sœurs qui a aussi connu les difficultés de l'exil. Et je comprends combien il est difficile d'être forcé à quitter son domicile, à quitter sa communauté. Je mesure la difficulté qu'il y a à maintenir vos familles et vos enfants dans la sécurité dans une telle situation. Après avoir entendu vos différentes expériences douloureuses, j'ai noté qu'il y avait une diversité de violations des droits humains dont les femmes ont été victimes dans les régions du nord du pays. Et ces violations-là, je dois le dire, sont totalement inacceptables et doivent cesser et faire l'objet de punitions adéquates. La directrice exécutive d'ONU Femmes et secrétaire générale adjointe de l'ONU a promis de s'investir pour mener à bien cet objectif. Dans les prochains jours, j'aurai le privilège de rencontrer les dirigeants de la CEDEAO. Et je vais insister devant ces dirigeants que toute solution à la crise au Mali doit prendre en compte des actions concrètes contre les crimes de viol. Et qu'il doit être fait toute interdiction catégorique pour toute mesure d'amnistie à prendre contre des crimes, pour des crimes de guerre et de violence sexuelle. De leur côté, les autorités maliennes et leurs partenaires sont déjà à pied d'œuvre pour la prise en charge des cas de violence et la réinsertion économique des femmes. Il a été ainsi instruit le recensement de tous les cas qui se présenteront aux différentes juridictions et leur prise en charge immédiate. Les efforts du gouvernement sont renforcés par les interventions des organisations de la société civile dans le domaine de la diffusion des différentes conventions, la mise en place d'unités de prise en charge médicale et psychosociale au niveau des hôpitaux et des centres de santé. Il s'agit là de plusieurs initiatives appréciables que je voudrais saluer ici et adresser toutes mes félicitations à ONU Femmes pour l'appui technique et financier dans ce domaine. Après les femmes déplacées du nord du pays, c'est au tour des femmes leaders d'organisations et d'associations d'accueillir la directrice exécutive d'ONU Femmes. Femmes, médiation et gestion des conflits au niveau communautaire et national, c'est le thème de cette rencontre. Ici, Michelle Bachelet a invité ses sœurs à œuvrer pour l'adoption et l'application de la loi sur la parité. Cela pour remédier à la sous-représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Sport CAN Afrique du Sud 2013, jour J -10. On connaît depuis hier la liste des 23 aigles qui vont défendre les couleurs nationales. L'équipe a quitté Bamako ce matin. Avant leur départ, ils ont eu un match amical hier, joué au stade Modibo Keïta. Les aigles se sont imposés 3-0 face à une sélection locale. Siragatou Sissé. Une loge officielle garnie pour voir, encourager, soutenir, applaudir et découvrir le visage des aigles du Mali qui défendront gaillardement les couleurs du Mali à la CAN Afrique du Sud 2013. Pour cette dernière ligne droite, un match de gala a opposé justement les aigles de Patrice Carteron à la sélection locale dirigée par Ousmane Guindo, histoire de permettre au public d'être plus près de son équipe nationale. Emmenés par le capitaine Seydou Keïta, les aigles du Mali ont mis le turbo en marche grâce au but de Sigamari Diarra, 5e minute, Cheikh Tidiane Diabaté, 83e minute, et Cheikh Fantamari Diarra, 88e minute, 3-0 score final.
Les supporters se sont régalés avec quelques coups d'éclat, tant du côté aigre que de la sélection locale. Chacun a pu se faire une idée des 23 joueurs retenus pour la CAN 2013, pourvu que la mayonnaise prenne. L'équipe s'est envolée ce mercredi pour Port Elizabeth en Afrique du Sud pour s'acclimater. Sur place, elle livrera d'autres matchs amicaux avant son entrée en lice le 20 janvier contre le Niger. Un derby sous-régional très attendu. Le compte à rebours a commencé. Et qu'en 2013, toujours ces choses faites, Tottenham approuve la participation d'Emmanuel Adebayor. La star togolaise n'attendait plus que l'autorisation de son club avant de valider sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations 2013. C'est un ouf de soulagement pour les supporters de l'équipe du Togo. Après avoir annoncé qu'il boycotterait la CAN, Emmanuel Adebayor fait volte-face. Oubliez le désaccord sur les primes impayées. Il aura fallu une intervention du président Ford Gnassingbé pour convaincre le capitaine des éperviers de rentrer au nid. C'est vrai qu'une CAN dans notre carrière à nous, carrière d'un footballeur, c'est toujours beau à jouer. D'autant plus que je dois représenter mon pays qui est le Togo. Pour moi, c'est une fierté. Soulagement chez les fans, soulagement aussi dans la presse sportive. Coup de bluff ou vrai coup de colère, ici, la défection d'Adebayor, certains n'y ont jamais cru. Il y a une motivation personnelle pour le joueur de Tottenham parce qu'il n'a jamais marqué à la Coupe d'Afrique des Nations, jamais marqué de but. Et on sait également le rôle que Adebayor joue dans la motivation de ses coéquipiers. Ça peut apporter beaucoup. L'attaquant togolais va donc rejoindre ses coéquipiers à l'entraînement. Puis ce sera le départ pour la CAN, où l'équipe aura à cœur de faire oublier le drame de 2010 au Cabinda, quand le bus des éperviers a été mitraillé. Attaque qui a coûté la vie à 3 membres de l'équipe. Rendez-vous donc dans 10 jours en Afrique du Sud, où le Togo évoluera dans le groupe D avec la Côte d'Ivoire, la Tunisie et l'Algérie. Sport toujours avec de la boxe. La Fédération malienne de la discipline organise jeudi et vendredi l'édition 2012 du championnat national pour boucler une saison qui aura connu quelques difficultés. Cette ligue régionale participeront à ce championnat national. Amara Mali Diallo nous donne les détails. Pour cette édition du championnat national, la Fédération malienne de boxe s'est donné le temps de peaufiner toute la préparation afin de satisfaire toutes les parties prenantes. C'est pourquoi l'édition 2012 du championnat national a lieu en ce mois de janvier 2013. Pour la circonstance, nous avons appelé les différentes ligues de l'intérieur du pays. À noter également la présence de la Ligue de Gao, à travers bien sûr le président de la Ligue, que je remercie de passage, qui malgré la situation difficile qui prévoit à Gao, a tenu à effectuer le déplacement pour venir dire tout ce qui concerne le Mali, nous allons répondre favorablement. Je lance un appel à l'ensemble du public bamako, à l'ensemble du public malien, bien sûr aux autres ligues affiliées au Comité national olympique et sportif, de venir nous aider à rendre grandiose cette soirée. Après la participation de nos boxeurs aux différentes compétitions nationales et internationales, malgré la période de crise, la fédération s'est attelée à regrouper les pugilistes des ligues de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao et Bamako. Et pour la toute première fois, c'est le stade Mamadou Konaté qui abritera les combats qui permettront de désigner les champions du Mali 2012. Il faut signaler que la compétition se déroulera en 2 jours pour permettre à toutes les catégories de connaître leurs champions. Et cette nouvelle, avant de boucler cette édition, nouvelle qui nous vient de Addis Abeba, les rencontres photographiques de Bamako qui se tiennent donc dans la capitale. Le vernissage de l'expo photo s'est déroulé hier à l'Alliance française en Éthiopie en présence de l'ambassadeur du Mali, Boubacar Gourodial, du délégué général de l'Alliance, des responsables artistiques des rencontres de Bamako et d'une foule de curieux et de professionnels de la photo, nous signale Alassane Diombele, occasion pour l'ambassadeur Dial de féliciter l'Alliance française pour cette initiative qui, selon lui, permet de parler du Mali en bien pendant cette période difficile de son histoire. À noter que l'exposition, qui va durer 3 semaines, propose au public une 50aine de tableaux d'une 12aine d'artistes du continent, parmi lesquels des œuvres de Fatoumata Diabaté et Mohamed Kamara du Mali. Le délégué général de l'Alliance éthio-française a profité de l'occasion pour annoncer l'arrivée à la fin de ce mois à Addis Abeba de l'artiste musicien Vieux Farka Touré pour un show dans la capitale
éthiopienne. Voilà une nouvelle qui nous a été envoyée par Alassane Diombeli depuis Addis Abeba. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 10h Nyanya Aliou Traoré ayant une pensée profonde et pieuse pour nos parents des régions de Kidal, Gao, Tombouctou. On ne les oublie pas. Bonsoir à tous.